J'aime bien commencer toujours par présenter un petit peu l'acteur principal de cette histoire, à savoir l'atome d'hydrogène, qui, comme vous le savez certainement, est l'élément le plus simple qui existe, hein, avec un seul proton, mais également l'élément le plus abondant dans l'univers. Sur Terre, vous le savez, on le trouve combiné à l'atome d'oxygène, qui forme de l'eau, donc qui est la source d'hydrogène la plus commune, hein, sur notre planète, combiné à l'atome de carbone pour former des hydrocarbures, pétrole et gaz naturel. Il faut savoir aussi que l'hydrogène est le constituant de la matière vivante, hein, le corps humain lui-même constitué de 63% d'atomes d'hydrogène, ce qui représente 10% de notre masse. Alors pourquoi s'intéresser à l'hydrogène? Vous l'avez dit tout à l'heure, l'hydrogène pourrait être une révolution pour notre modèle énergétique, l'équivalent du charbon du début de l'ère industrielle. C'est un gaz qui est connu depuis la fin du Moyen Âge, mais c'est Lavoisier, le célèbre chimiste français du XVIIIe siècle, qui l'a baptisé ainsi, hydrogène, qui génère de l'eau lorsqu'il brûle ou lorsqu'il explose au contact de l'oxygène, et avec pour particularité, qui fait tout son intérêt aujourd'hui, de ne laisser comme résidu que de la vapeur d'eau. Donc on imagine des moteurs fonctionnant à l'hydrogène et qui ne laisseraient comme déchet, entre guillemets, que de l'eau. Eh bien on est tous certainement pour cette formule. Donc cette particularité fait aujourd'hui de l'hydrogène, entre autres, hein, capacité chimique, d'être un sujet fort pour la transition énergétique, parce qu'il va permettre de respecter l'environnement, pour notre indépendance énergétique également, pour notre indépendance technologique, et sujet sous-jacent, pour notre croissance économique, qui plus est, une croissance économique verte. Donc, je l'ai dit, hydrogène, énergie propre, permet de recycler du CO2 également pour rendre l'industrie aussi plus propre, hein, par l'intermédiaire de la méthanisation. Hydrogène, passerelle énergétique, moi je dis traducteur d'énergie pour passer d'une énergie à une autre. Hydrogène qui permet de stocker de l'électricité, hydrogène qui peut être produit localement avec l'électricité verte et de l'eau, hein, l'électrolyse, hydrogène qui va permettre la création d'emplois non délocalisables, hydrogène, une énergie au cœur de notre économie, et qui va donc permettre, si cette économie fonctionne grâce à cette nouvelle source d'énergie, entre autres, de maintenir nos standards de vie sur nos territoires et évidemment nos emplois. Jusqu'à présent, cet hydrogène a toujours été presque exclusivement utilisé dans des process industriels, l'industrie chimique, l'industrie pétrolière. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, cet hydrogène en tant que, je dirais, source d'énergie ne représente que 2% de la consommation mondiale. Une autre caractéristique que vous devez connaître, c'est que l'hydrogène libère 3 fois plus, à masse égale, 3 fois plus d'énergie que l'essence, mais qu'il occupe aussi beaucoup plus de volume que tout autre gaz. Donc il doit être comprimé, ce qui augmente les risques d'auto-ignition. Je dis ça parce que on touche aussi à l'acceptabilité de cette source d'énergie, acceptabilité par le grand public notamment, à laquelle il faut trouver des solutions pour son transport, pour son stockage, etc. Trouver des solutions pour tout ça. L'hydrogène a un intérêt fort pour le stockage de l'électricité, je vous l'ai dit, mais le rendement aujourd'hui de sa reconversion en électricité, on a une perte de 50% en moyenne, implique qu'il ne peut pas encore concurrencer l'usage direct de l'électricité parce qu'il est très peu rentable dans les conditions techniques actuelles. Donc la transformation de l'électricité en hydrogène ne peut intervenir aujourd'hui que de façon marginale pour stocker une surproduction qui serait autrement perdue et pour s'en servir de soutien de secours au réseau. Donc là encore, des solutions demandent à être trouvées en matière technologique, des solutions demandent à être trouvées en matière de modèle économique, de rentabilité. Mais qui dit solution à trouver dit innovation, et qui dit innovation dit croissance, et qui dit croissance dit emploi. Donc le challenge, il est de taille, mais il est fantastique à relever. Je vous ai parlé du stockage de l'électricité verte, mais il faut aussi parler de l'électromobilité, hein, via la pile à combustible pour les véhicules légers, pour les poids lourds, pour les trains, pour les navires. Il n'y a pas de temps de recharge, hein, on fonctionne pas avec une batterie, donc ça présente aussi un intérêt à ce niveau-là. Le ravitaillement, il se fait en 4 minutes à la pompe, avec une capacité aujourd'hui d'autonomie de 600 km. Il permet aussi un découplage, hein, par rapport au réseau. On n'a pas besoin de faire
faire de forts appels au réseau, comme pour les batteries, dans le cadre je dirais, d'une recharge de masse de véhicules légers, par exemple, sur un territoire, alors qu'on a une autonomie similaire au pétrole. Selon Air Liquide, la conversion de 1% du parc automobile mondial en hydrogène générerait un marché de 15 milliards d'euros par an. C'est juste un petit cliché là pour expliquer que derrière tout ça se cachent des enjeux économiques mondiaux qui se chiffrent en milliards. Donc les défis à relever pour y arriver, je les résume: production, stockage, transport, usage et coût. Et pour tout ça, la région Sud dispose d'atouts et de projets pour chacune des briques de cette filière en devenir. La production donc d'hydrogène, l'hydrogène est abondant, je vous l'ai dit, mais il faut le décomposer il faut décomposer autre chose pour en obtenir, donc de l'eau, du méthane, du bois, par voie thermique ou électrochimique. Aujourd'hui, on décompose des hydrocarbures avec une énergie fossile, ce qui coûte moins cher, mais qui a pour conséquence de dégager d'énormes quantités de CO2. À titre d'exemple, une tonne d'hydrogène ainsi fabriquée génère 10 tonnes de CO2 libérées dans l'atmosphère. Donc demain, on décomposera certainement de l'eau par électrolyse, qui coûtera plus cher, avec une énergie propre, de l'électricité renouvelable par exemple, mais avec la contrepartie positive de ne pas avoir de rejet de CO2. La crise Covid nous a démontré qu'on doit davantage encore penser à la renaissance, à une renaissance qu'à une relance. Dans l'histoire, on l'a vu, après chaque crise, l'énergie a toujours été à la base des politiques de renaissance. Donc voilà, en propos introductif, pour poser le décor et les enjeux. Et maintenant, vous allez me dire, alors quel est le rôle de l'acteur régional dans tout ça ? Alors, il faut savoir que la région se place à l'intermédiaire entre le local, donc le territorial, les collectivités, les intercommunalités, les communes, et l'échelon national et même l'échelon européen, puisque c'est par l'intermédiaire des régions qu'on capte les fonds européens notamment. Depuis 2015, au regard de la loi, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, ben je vous le dis, les régions sont chefs de file, elles sont chefs d'orchestre de beaucoup de choses. Elles sont chefs d'orchestre du développement économique, elles sont responsables du développement durable, de l'aménagement du territoire, elles sont autorités organisatrices des transports, elles s'occupent également de l'énergie, et ces compétences légales, je le répète, légales, notamment issues de la loi NOTRe, nouvelle organisation du territoire de la République, s'exercent dans un cadre de schéma prescripteur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des schémas légaux qui s'imposent notamment aux autres collectivités et dont les régions sont pilotes en matière d'élaboration. J'en citais trois, le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, le fameux SRDE2I, le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires, le SRADET, le schéma régional climat, air, énergie, voilà pour en citer trois, qui posent le cadre un petit peu après de tout ce qui se fait à l'échelle régionale sur ces thématiques. En plus d'une volonté politique forte, à la région, on a mis en place une stratégie qui repose sur la spécialisation, la concentration de nos moyens et bien sûr sur l'innovation. Alors opérationnellement parlant, ça se traduit, vous le savez certainement, par les fameuses OIR, opérations d'intérêt régional qu'on a mis en place. Donc il y en a 8. Et dont 2 qui intéressent la thématique hydrogène. La première, c'est énergie de demain, et la deuxième OIR qui peut l'intéresser, c'est industrie du futur. Dès 2017, Renaud Muselier président de la région, a également lancé un plan climat régional qu'on a appelé une COP d'avance, pour répondre par une stratégie globale aux grands défis économiques et environnementaux du développement durable. Alors, ce plan climatique régional, il est construit autour de 5 axes principaux et il est décliné en 100 mesures ou 100 actions concrètes. Et sur ce plan, on met 30% du budget régional, c'est-à-dire en moyenne 500 millions d'euros par an. Alors je vais vous citer 2 axes, un axe, l'axe 1 qui est mettre le cap sur l'écomobilité. Vous savez que je vous l'ai dit, la région elle est autorité organisatrice des transports. Donc dans les actions concrètes, on a pris pour objectif de mettre en place une borne électrique tous les 100 km sur le réseau routier, mais quand je dis borne électrique, c'est demain si on a le foncier de stations-service pour déployer de l'électricité, des pompes électriques, on peut également sur ce même foncier distribuer du GNV ou distribuer demain de l'hydrogène, donc tout ça c'est lié. Une autre mesure consiste à renouveler ou à mettre aux normes l'environnement environnemental, le parc matériel qui roule, qu'il soit ferroviaire ou routier régional.
Autre mesure encore qui vise à limiter les nuisances des bateaux à travers une remotorisation plus propre. Et on a un autre axe dans ce plan régional climat qui est de viser la neutralité carbone à horizon 2050 avec une accélération à 2030 avec des objectifs qui sont clairs, hein, c'est de baisser 50% de nos consommations énergétiques régionales et de mobiliser en face 100% de notre potentiel d'énergie renouvelable, tout en rassemblant les acteurs, en organisant la connaissance, en mobilisant les citoyens, ça c'est très important, autour de ces thématiques. En action concrète, donc, on a le soutien à l'hydrogène et à la récupération de chaleur aussi, et le soutien à des démonstrateurs, surtout liés à la méthanisation, mais également à l'hydrogène, et au réseau énergétique optimisé, mais j'y reviendrai brièvement tout à l'heure. En matière d'énergie renouvelable, on est vraiment dans une région bénie les dieux. On a tout, on a le solaire, on a le photovoltaïque, on a 300 jours de soleil en moyenne par an, donc on a ce qu'il faut en termes de sources. L'hydraulique, on a de la géothermie, de la thalassothermie, on est aussi assez pionnier EDF aussi sur Marseille avec ces thématiques-là. On a l'éolien, alors l'éolien terrestre, on est un petit peu en retard, mais on vise beaucoup, on mise beaucoup sur l'éolien offshore flottant, avec le projet Provence Grand Large, notamment au large de Fos, Port-Saint-Louis-du-Rhône. On a le biogaz, on a l'hydrogène dont on parle en ce moment, et puis on a ITER aussi, hein, peut-être la fusion nucléaire, peut-être les grands enjeux de demain, mais ça c'est à beaucoup plus long terme. Donc on a un fort potentiel ENR dans notre région, ce qui rend aussi nécessaire le recours à l'hydrogène pour stocker, pour convertir toutes ces énergies. Alors, toujours pour l'hydrogène, la région elle dispose en outre d'un écosystème de plus de 100 acteurs qui sont directement impliqués sur cette thématique. Donc sur ces 100 acteurs, on compte 30% de grandes entreprises, 25% de PME et près de 20% d'organismes de formation et de recherche. Je vais citer 3 sociétés qui font d'ailleurs l'actualité encore aujourd'hui dans la Provence. Elion Hydrogen Power, par exemple, qui est encore une filiale d'Areva pour quelques mois. Elle a été créée en 2001. Alors elle est spécialisée dans la fabrication de piles à combustible qui permettent, je ne vais pas vous faire l'offense de vous dire à quoi ça sert, mais bon, pour transformer l'hydrogène en électricité. Elle se sert actuellement de l'hydrogène de Chem One, qui est de l'hydrogène fatal, mais ça on y reviendra aussi tout à l'heure, et elle s'est associée notamment au groupe DSL pour fournir des groupes électrogènes aux Jeux Olympiques de 2024. Elle est à Aix-en-Provence, elle emploie 40 salariés, et elle vient d'ouvrir, c'est dans la Provence de ce matin, si vous l'avez lu, une chaîne de production pilote de Stax, donc c'est le cœur des piles à combustible, qui aurait dû être inauguré d'ailleurs le 3 novembre dernier. Je devais y aller avec le président Muselier, malheureusement, compte tenu du Covid, ça n'a pas pu se faire, et qui vise à la production annuelle de 800 stacks, voilà, pour notamment commencer à amorcer des marchés avec des groupes électrogènes qui deviendraient propres, puisqu'aujourd'hui ça marche au diesel, dans un premier temps, donc des groupes électrogènes, pardon. Elle utilise aussi des technologies de pointe avec des graphites composites pour la fabrication donc, de ces cœurs de pack de piles à combustible, et ce graphite composite donc permet une durée de vie quasi illimitée pour ces packs-là. On a la société EasyLab aussi, qui est une start-up, une pépite de la région dont on est très fier, qui elle développe un vecteur liquide pour transporter et stocker l'hydrogène en toute sécurité. Alors ce vecteur liquide, il a la faculté, on l'espère, qui sera concrétisé, de transporter 7 fois plus d'hydrogène par la route, 7 fois plus d'hydrogène sous forme liquide par la route, donc que sous forme de gaz. Et la région, elle est entrée au capital de cette structure via le fonds d'investissement Sud-Investissement. Voilà, donc là encore une pépite fantastique, et on a des groupes pour donner un troisième exemple, plus âgés, entre guillemets, puisqu'on a le groupe par exemple CMR, qui a été fondé en 59, qui est une petite multinationale marseillaise, qui rayonne sur 12 pays différents, qui emploie 700 salariés, qui est associé d'ailleurs à la société Proviridis, qui développe aussi avec l'aide de la région tout un réseau de stations-service d'énergie propre, et donc ce groupe CMR, lui, il est spécialisé dans l'instrumentation, les équipements de
commande et de régulation, pardon, d'installations énergétiques, centrales nucléaires, barrages, etc. Et il a développé, ce groupe CMR, notamment avec son équipe de recherche et développement, un capteur capable de mesurer en une seconde seulement, donc c'est quelque chose qui n'existait pas avant, le taux d'hydrogène présent dans du méthane de synthèse par exemple. Voilà, donc 3 sociétés, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, qui sont vraiment leaders, chacune sur leur secteur, avec des perspectives extraordinaires pour la suite. Mais la région sud, en matière d'hydrogène, c'est aussi un comité de pilotage hydrogène, hein, qui a travaillé sur notre plan hydrogène régional. C'est Cap Énergie, bien évidemment, qui fait partie des pôles de compétitivité au top, hein, top 2, voire top 3, top 2 en France, et qui anime un club hydrogène. D'ailleurs, je salue à cette occasion Anne-Marie Pérez, sa directrice générale, je sais qu'elle est en ligne. Bonjour Anne-Marie. Le programme FlexGrid, donc, qui a été lancé en 2016, avec 40 projets à l'échelle régionale répartis sur tout le territoire. Donc là, on touche au réseau énergétique optimisé. On a le grand port maritime de Marseille, Fos aussi, qui est un atout pour accélérer cette filière, notamment grâce aux 7000 tonnes d'hydrogène fatal, c'est-à-dire d'hydrogène coproduit sur la zone industrielle portuaire de Fos, 7000 tonnes d'hydrogène fatal qui pourraient permettre aussi d'amorcer quelque chose à grande échelle avec l'hydrogène sur notre région. Voilà, on a accessoirement un hydrogénoduc de 40 km, hein, qui appartient à Air Liquide, qui court tout autour de l'étang de mer. On a l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, qui dispose d'un plateau technique où elle forme au risque hydrogène des pompiers, mais aussi des cadres de tous les pays. Et puis la région, c'est aussi un rôle de lobbying politique, notamment vis-à-vis du national, compte tenu de sa position que j'ai décrite en introduction, sa position intermédiaire entre le local, le national, les régions de France, l'Europe. Hein, on a la chance d'avoir un président de région qui a été député européen, qui a beaucoup glané de fonds européens et qui connaît maintenant comment faire pour glaner des fonds européens. On a monté un bureau dédié à ça à Bruxelles, comme le faisaient les Länder, comme le font les Länders allemands. La région, donc, on est arrivé au pouvoir en 2015-2016, a monté un bureau de veille à Bruxelles même pour capter un maximum de fonds, et ça s'est traduit par des milliards, hein, de fonds qui sont tombés dans l'escarcelle de la région sud, ça a été une première depuis l'existence de la région, et puis du lobbying aussi à travers Région de France, puisque Renaud Muselier est aussi président de Région de France, donc ça aide, hein, sur ces thématiques-là, d'agir de façon en meute, entre guillemets, de façon coordonnée entre diverses régions pour faire évoluer les choses. On l'a vu sur la PPE notamment, où on a fait évoluer, avec l'Occitanie notamment et la région Bretagne pour ne citer qu'elle, on a fait évoluer les chiffres de la PPE, de la dernière PPE, on a fait évoluer les chiffres notamment sur les volumes de l'éolien offshore flottant, parce que, encore une fois, c'est une filière qu'on souhaite développer, et si on n'avait pas ces volumes-là, eh bien, on n'aurait pas pu intéresser le marché, les industriels, et c'était capital, et ça, on le doit encore une fois au lobbying politique, donc c'est très important. La région va aussi créer, ça c'est tout nouveau, c'est dans les tuyaux, mais ça va sortir, un fonds de participation de reconquête industrielle. Alors c'est quoi ce fonds? C'est un fonds, il en existe déjà dans certaines autres régions, mais c'est encore tout nouveau, c'est la loi qui nous permet de le faire, encore une fois. C'est une société anonyme par action simplifiée, enfin une société par action simplifiée, qui va permettre à la région de prendre des participations financières dans des sociétés de projets, et on vise notamment tout ce qui est société de projets tournée vers l'énergie et les énergies renouvelables, donc vers l'hydrogène aussi. On a des projets en région, en moins de 5 ans, on a près de 25 projets qui ont émergé, tant en matière de recherche et développement que de déploiement. On a mis plus de 25 millions d'euros sur ces projets, 25% en matière de production d'hydrogène, 12% sur les thématiques liées à son transport, 30% sur les thématiques liées à la mobilité hydrogène, et on a encore 7 projets d'envergure qui sont en cours de montage. On a des développements sur la région d'écosystèmes complets, hein, qui intègrent la production d'hydrogène, la distribution, la consommation, pour initier un peu un développement de filière à l'échelle régionale. Je vais vous citer quelques projets qu'Anne-Marie connaît par cœur, ou que d'autres peuvent connaître aussi, mais pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe en la matière sur la région et qui nous écoutent, c'est peut-être important de le repréciser aussi. On a un projet qui s'appelle IAMED, alors c'est toujours des projets en HY, hein, avec quelque chose, en référence à l'hydrogène bien sûr. Donc IAMED,
amène. Ce projet, lui, il vise à déployer des camions et des bus hydrogène associés à une station de recharge à Fos-sur-Mer. Donc c'est une première station hydrogène en France pour les poids lourds. Donc c'est des poids lourds de 44 tonnes. Ce sont des poids lourds qui sont des flottes qui vont servir à la fois pour Air Liquide, mais aussi pour des grandes distributions, des enseignes de grande distribution comme Carrefour ou des enseignes comme Coca-Cola par exemple. On a le projet Validate qui lui vise à la valorisation de l'hydrogène fatal, c'est-à-dire l'hydrogène coproduit notamment sur la zone industrielle portuaire de Fos dans le cadre de Picto, la plateforme d'innovation industrielle Cabantonquin. On a le projet Innovar. Alors lui, c'est un projet qui a pour objectif de déployer plusieurs solutions de transport sur la zone de Toulon, la zone de Toulon-Provence Métropole, avec une navette maritime, des flottes de camionnettes et de bus, associées à 2 stations hydrogène, l'une sur le port de Brégaillon et l'autre à proximité du circuit du Castellet, avec 2 électrolyseurs pour produire cet hydrogène décarboné. On a iGreen Provence, alors là c'est un projet ambitieux et vraiment très intéressant, porté par tout un territoire, le territoire de Durance, Luberon, Verdon agglomération, du côté de Manosque donc, avec Engie et Air Liquide comme support. Donc là il s'agit d'un parc solaire de 1500 hectares, avec un électrolyseur qui va permettre de soutenir le réseau électrique public, mais aussi de produire de l'hydrogène vert, qui pourrait couvrir les besoins, par exemple, de 1400 bus, et être également stocké, c'est la particularité de ce projet, cet hydrogène dans des cavités salines qui existent aujourd'hui déjà et qui sont utilisées, mais qui demain pourraient aussi stocker donc en grande quantité de l'hydrogène. On a évidemment Jupiter 1000, qui est connu à l'échelle nationale européenne, puisque c'est un démonstrateur très pionnier qui touche au power to gas, donc la conversion, encore une fois, de l'électricité renouvelable en hydrogène par électrolyse de l'eau, avec une étape supplémentaire qui peut être, toujours à Fos-sur-Mer, avec une étape supplémentaire qui peut venir s'ajouter à celle de production d'hydrogène, qui est celle de la méthanisation, c'est-à-dire qu'on récupérerait du gaz carbonique des usines polluantes de Fos, du CO2, pour l'incorporer à l'hydrogène et par méthanisation, donc le transformer en méthane qui pourrait être réinjecté sur les réseaux de gaz gérés notamment par GRT Gaz. Donc là aussi un beau projet. On a Ibiol, alors là c'est le groupe Gazelle Énergie qui travaille sur la reconversion de la centrale de charbon Gardanne-Méreuil en produisant de l'hydrogène vert et du méthanol grâce à un électrolyseur qui lui existe déjà, de 90 MW, qui est alimenté par de l'électricité verte locale. Une partie de cet hydrogène irait pour des usages industriels et l'autre combiné avec du CO2, encore une fois, de la chaudière biomasse qui existe aussi, qui servirait ou qui va être mise en place, qui servira à produire du e-méthanol, c'est-à-dire la combinaison du méthanol combiné entre du CO2 recyclé, encore une fois, et de l'hydrogène. Voilà, donc là on est sur une thématique de reconversion d'industrie qui existait, l'industrie du passé un peu, centrale à charbon, dans quelque chose tourné vers l'avenir via, encore une fois, le vecteur hydrogène. On a des structures comme InnovaYacht, qui est une PME qui développe des bateaux hydrogène sur le modèle du navire Energy Observer. On a aussi des drones, on a la société Drone Maca qui est implantée à Aix, qui est en train de développer un drone qui demain sera pilotable et qui fonctionnera à l'hydrogène. Voilà toutes les dimensions aujourd'hui à travers les différentes sociétés, différentes structures, différents projets qu'on a sur le territoire. Je rappellerai quelques dates quand même sur l'évolution de la thématique hydrogène sur les territoires par rapport aussi, enfin sur la région par rapport aussi au national dont on a parlé tout à l'heure avec le plan hydrogène. Alors en mai 2018, nous on a lancé à la région donc le fameux club hydrogène régional, enfin plutôt Cap Énergie qui l'anime. En juin 2018, il y a eu le plan national de déploiement de l'hydrogène. En mai 2019, on a organisé une rencontre des acteurs hydrogène sur la région. En juin 2019, on a voté l'élaboration à la région d'une étude stratégique sur l'hydrogène. En 2019, toujours en juin, la région a adhéré à la FIPAC, l'Association française pour l'hydrogène et les piles à combustible. Dans la foulée, on a organisé avec la Fédération nationale des transports de voyageurs un événement dédié aux autocars hydrogène. On s'est engagé dans un partenariat
interrégionale sur les cars hydrogène, à tester des cars hydrogène sur notre territoire. Toujours en l'été 2019, ça a été la 7e édition des journées hydrogène dans les territoires, qui a eu lieu cette fois à Marseille, donc au Palais du Pharo, avec la FIPAC. Il y a eu 450 participants. À la rentrée, c'est-à-dire en septembre 2019, on a démarré nos travaux avec l'ensemble des acteurs de la filière en vue de l'élaboration d'une stratégie hydrogène devant déboucher sur un plan hydrogène régional. En mars 2020, on a voté l'aide à l'acquisition de véhicules utilitaires propres qui inclut des véhicules hydrogène. Le 3 septembre 2020, on a eu notre plan national de relance qui a été annoncé, vous l'évoquiez tout à l'heure, 100 milliards d'euros sur 2 ans, financé à 40% par l'Europe, d'où l'importance encore une fois de l'Europe, avec 3 axes pour ce plan de relance national, dont un axe transition écologique pour 30 milliards d'euros, et sur ces 30 milliards d'euros, 7,2 milliards pour un plan national hydrogène d'ici 2030, avec 50% de ces 7,2 milliards qui devraient être mobilisés sur des projets d'ici 2023, avec l'appui des régions. Donc vraiment, là on est sur des enjeux qui... très importants, financièrement parlant, des volontés politiques fortes, une situation liée à la crise Covid et économique qui font que l'hydrogène devient un sujet de plus en plus prégnant auquel tout le monde s'intéresse. Donc la question aujourd'hui, c'est par rapport à ce plan national de relance et ces 7,2 milliards dédiés à l'hydrogène, c'est combien par région et par axe, et sur quel projet. Ça va être des projets matures, puisqu'on parle d'une échéance à 2023. Donc là, on voit que tout ce que je vous ai exposé tout à l'heure en termes de projets sur le territoire, c'est important, puisque ça nous a permis d'avoir de la maturité sur ces projets, et donc peut-être d'être plus enclin à revendiquer une part du gâteau, si j'ose dire, pour être mieux servi, parce que mieux on agit, et plus vite on est servi. Et plus vite on agit, plus vite on est servi. Donc là, c'est pareil, il va y avoir avec la participation de tous les partenaires, donc d'EDF notamment, un enjeu de présentation de projets pour bénéficier de cette manne financière de fonds qui émanent de l'Europe et de l'État français. En avril 2020, pour en finir avec le calendrier, la région a déposé aussi en réponse à un appel à manifestation d'intérêt qui s'intitule Projet innovant d'envergure européenne ou nationale sur la conception, la production et l'usage des systèmes à hydrogène. Elle a présenté différents projets et une dynamique territoriale. On a présenté nos premiers travaux, notre volonté collective et nos atouts. Et donc, pour finir sur ce calendrier, normalement, mais bon, maintenant je parle en prenant beaucoup de pincettes parce que on ne sait pas où on va avec cette histoire de Covid. Normalement, le président Muselier devrait annoncer la sortie du plan hydrogène régional dont je vous ai parlé dans le cadre du calendrier exposé en décembre 2020. Donc on va voir ce qu'il en est. Donc je ne peux pas, moi, vous dévoiler les tenants et les aboutissants définitifs de ce plan, mais on peut quand même évoquer quelques éléments qui ont conduit à sa construction. Donc pourquoi ce plan régional hydrogène? Pour afficher la dynamique régionale, déjà à l'échelle nationale et européenne. C'est très important, comme je viens de vous l'expliquer. Susciter des synergies, accompagner des projets, donner de la visibilité au soutien politique, technique et financier de la région. Ce plan, il va s'articuler autour de 4 priorités. La première, on l'a évoqué, décarboner la mobilité. Flotte de véhicules, infrastructures associées. Je rappelle que le transport, c'est 33% des émissions de gaz à effet de serre en France et 27% dans notre région. Dans notre région, on a les flottes de transport en commun, c'est-à-dire routiers plus bennes à ordures par exemple, qui consomment 70 millions de litres de diesel par an. Ça veut dire que c'est l'équivalent de 25 000 tonnes d'hydrogène par an. Je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la région est autorité organisatrice des transports, notamment interurbains, à travers les trains express régionaux, les lignes express régionales, du transport scolaire. Et donc, à travers le renouvellement des marchés, la région va influencer la décarbonation des transports. Un mot sur les autocars, par exemple. La région, elle gère 1700 cars qui sont détenus par une soixantaine d'entreprises. Alors là, on a une étude en cours pour identifier, pour les différentes lignes d'autocars, le potentiel de chaque carburant alternatif, dont l'hydrogène. On veut acquérir 2 bus hydrogène dans le cadre de notre participation avec la métropole de Nice, Côte d'Azur et 4 autres collectivités locales.
à un dossier de candidature, à un appel à projet européen visant au déploiement d'un réseau de stations de production et de distribution d'hydrogène pour usage terrestre et marin lourd. Un mot sur le train. On a mené une étude sur les trains à batterie et à hydrogène. Nous sommes un groupe d'une demi-douzaine de régions françaises à être en contact à ce sujet avec Alstom, dont le Korodia Ilint, je ne sais pas si je prononce bien, c'est-à-dire le premier train hydrogène au monde, qui fonctionne avec une pile à combustible et un moteur électrique, qui a été testé sur le réseau allemand en 2018 et 2020 avec des tests fructueux, et qui est actuellement testé en Autriche, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Donc dans notre région, une étude est en cours pour analyser les différentes alternatives aux trains diesel qui sont actuellement utilisés sur nos lignes non électrifiées. Alors pour nous, il s'agit d'étudier des solutions possibles à court terme dans le cadre du rétrofit, c'est-à-dire le remplacement de moteurs thermiques par des moteurs électriques, batterie ou hydrogène, des rames qu'on utilise actuellement, et dont ce fameux rétrofit est prévu en 2022. On étudie aussi des solutions à plus long terme dans le cadre du prochain renouvellement de notre matériel roulant qui, lui, interviendra en 2028. Donc on a deux solutions qui ont été envisagées à ce stade, le train électrique batterie et le train hydrogène. On a pris aussi en compte l'ouverture à la concurrence, le mode d'acquisition et de gestion du matériel, la stratégie d'affectation sur les lignes, etc. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ainsi, l'hydrogène pourrait faire son apparition sur des lignes ferroviaires comme Aix-Marseille, Marseille-Sisteron ou même Marseille-Briançon. On réfléchit aussi à des lignes du chemin de fer de Provence. Vous savez, c'est le réseau qui est géré directement par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec des lignes Nice, La Vésubie, Plan du Var et Nice-Digne-les-Bains. On envisage de tester un train hydrogène sur la ligne de la Côte Bleue. Et c'est sur la base du Regiolis, c'est-à-dire le train qu'on utilise actuellement, qui a une motorisation électrique ou bimode, qu'Alstom a commencé à travailler donc avec les régions françaises, via Région de France notamment, pour faire évoluer donc ce fameux train Regiolis qui est utilisé actuellement. Région de France et la SNCF qui étudie aussi des possibilités et le nombre de trains concernés sur la base d'un contrat relatif toujours au train Regiolis dont on changerait le type donc de carburant. Alors tout ça, ça coûte cher évidemment. On a besoin de massifier les choses, c'est pour ça qu'on regroupe potentiellement les commandes sur plusieurs régions françaises, avec à terme des régions dont les trains, alors là on parle d'un futur plus ou moins lointain, mais des régions dont les trains pourraient fonctionner avec l'hydrogène qui serait produit sur leur propre territoire. Donc vraiment les perspectives sont intéressantes, c'est pas encore gagné. On a besoin de massifier, on a besoin de bien approfondir les thématiques, on a besoin de bien cerner le sujet parce qu'on parle d'investissement de plusieurs centaines de millions d'euros et ça porte une responsabilité politique lourde sur l'usage des deniers publics. Un mot sur la mobilité terrestre visible. Alors là, il y a un impact plus faible, mais malgré ce, les applications de mobilité terrestre dites visibles, c'est-à-dire les bus, les cars, les taxis, les bennes ordures, sont aussi un vecteur important à court terme pour le développement de la filière et son accessibilité sociale. Donc on a un dispositif régional d'aide à l'acquisition de véhicules d'occasion ou neufs qui a été mis en place par la région. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des aides régionales qui sont cumulables avec les aides de l'État, avec les aides de l'ADEME. On vise 250 véhicules par an, voilà, et les aides, elles vont de 5 000 à 15 000 euros par véhicule neuf, avec, encore une fois, la possibilité de cumuler les aides. Donc ça permet vraiment à des flottes captives, d'entreprises notamment, de switcher vers de l'hydrogène aussi, ou vers du gaz naturel, enfin du GNV, à moindre coût. C'est-à-dire que ces aides permettent de pallier au surcoût, 40% en moyenne, de l'acquisition de véhicules dits propres. Voilà. Je vous passe sur les détails aussi, tout ce qu'on a mis en place pour, encore une fois, pour la mobilité électrique de demain, les appels à projets auxquels on a répondu, les budgets qui correspondent et qui permettent, encore une fois, de booster cette mobilité routière. Un mot sur la filière portuaire, maritime et fluviale. La place de celle-ci est une spécificité de notre territoire et sera un atout pour le développement de l'hydrogène sur ce territoire. À la région, on a lancé le programme Escale Zéro Fumée,
pour développer la connexion électrique à quai des navires de passagers dans nos 3 grands ports, hein, Marseille, Toulon, Nice, avec peut-être demain une alimentation par pile à combustible, parce qu'aujourd'hui, quand on branche, si on branchait les navires, par exemple, à quai, si on branchait les navires à quai à Toulon, eh ben on éteindrait la ville de Toulon. Donc on réfléchit aussi sur des solutions alternatives au réseau, mais aussi à des solutions pour avitailler les navires, hein. Alors dans un premier temps en GNL notamment, mais peut-être demain en hydrogène. Après 2030, on réfléchit aussi à la notion de hub hydrogène, c'est-à-dire la capacité qu'aurait le grand port maritime de Marseille-Fos à importer, exporter, à être utilisé en tant que hub pour l'hydrogène. Voilà pour la priorité numéro 1, c'est-à-dire la mobilité dans le cadre du fameux plan hydrogène régional qui devrait être présenté prochainement par le président Muselier. Juste un mot sur la priorité numéro 2, décarboner l'industrie, donc l'industrie pétrochimique et sidérurgique. On pense notamment remplacer chez ArcelorMittal et en collaboration avec ArcelorMittal le coke dans la fabrication de la fonte, le charbon donc par de l'hydrogène, en utilisant dans un premier temps l'hydrogène coproduit sur la zone industrielle portuaire de Fos. La priorité numéro 3, à savoir produire de l'hydrogène renouvelable en grande quantité. Là, on parle de l'électrolyse, on parle des thématiques Jupiter 1000, hein, power to gas, on parle aussi de la pyrogazéification. Priorité numéro 4, c'est contribuer au développement économique. Donc, au-delà de ces 4 priorités, le plan régional hydrogène qui sera prochainement présenté, il affichera aussi des positionnements et le niveau d'ambition de la région pour l'hydrogène, les actions à poursuivre et les nouvelles à mettre en place. Et bien évidemment, les budgets qu'on devra mettre en face de tout ça. L'activité économique liée à l'hydrogène sera assurée non seulement grâce aux projets qui se développent sur les territoires, on en a évoqué un certain nombre, et qui sont des amorces formidables pour le marché, mais aussi grâce à des solutions qui vont être proposées par les entreprises de services ou d'équipements exportables. Donc là, on parle aussi d'innovation, mais sur des niches qui vont permettre aussi à la filière de se développer et sur lesquelles on a un certain nombre de startups, un certain nombre de PME aussi, et de grands groupes qui travaillent à l'innovation et qui tout ça, ça va générer non seulement des facilités pour la mise en place de la filière, mais aussi de la croissance et des emplois. Quelques axes stratégiques potentiels parmi un ensemble d'axes stratégiques sur lesquels la région sud est plus ou moins bien positionnée. Alors les axes sur lesquels elle est bien positionnée, c'est l'électrolyse via le photovoltaïque, c'est l'hydrogène coproduit, c'est la gazéification biomasse, c'est le stockage de masse, c'est, je vous l'ai dit, l'industrie métallurgique et l'industrie pétrolière sur lesquelles il y a des réformes de process à mettre en place et dans lesquelles l'hydrogène va jouer son rôle. C'est l'injection directe sur les réseaux de gaz, hein. GRT Gaz est un acteur majeur aussi sur cette thématique-là. C'est la motorisation maritime, on l'a évoqué, c'est le portuaire, c'est l'alimentation à quai, ce sont les poids lourds, mais c'est aussi les chariots élévateurs, ce sont aussi toutes ces petites niches qui vont permettre à moindre frais quelque part de massifier cette filière hydrogène et donc de la rendre beaucoup plus rentable. Donc j'avais un tableau des projections à horizon 2027-2032, notamment sur chacune des priorités, avec les enjeux en termes d'unités, par exemple de bus, passer à point d'étape de 80 bus en 2027 à 200 bus en 2032. Donc voilà, des chiffres on pourrait en fournir, mais en audio c'est pas très parlant, donc je ne vous noierai pas de chiffres. Simplement vous dire qu'en termes d'ambition budgétaire pour ce plan hydrogène régional, eh bien je pense qu'on va s'orienter entre un niveau d'investissement faible, médian, élevé, très élevé, vers un niveau en termes de budget purement régional, s'entend, hein. Un budget plutôt qu'on juge plutôt élevé, qui est de 8 millions d'euros par an sur la période 2021-2027, mais de fonds propres régionaux. Ça pouvait s'échelonner entre 1 million et 12 millions. Voilà, donc on a choisi quelque chose de médian, et à voir si avec la crise, puisque la région a dû faire un énorme effort dans ses plans régionaux de relance suite à la crise, comment on va pouvoir intégrer, et ceci explique d'ailleurs pourquoi peut-être aussi le plan
le plan régional hydrogène met un peu de temps à être présenté par le président Muselier, parce que c'est à la fois vital aujourd'hui pour relancer notre économie, mais aussi dans les notions d'urgence, on est en train d'éteindre les incendies un peu partout, et donc dans l'actualité c'est difficile de placer tout ça, donc je n'ai pas la confirmation de la présentation du plan hydrogène régional à décembre 2020, on verra, mais bon, quoi qu'il en soit, il est en approche là, et on devrait être fixé très, très prochainement. Alors, les exigences sur le renouvelable, sur l'hydrogène renouvelable, dans le cadre de ce plan, ben, pour des raisons économiques, les projets hydrogène français sont aujourd'hui développés à partir d'électricité majoritairement nucléaire, donc bas carbone, hein, EDF est bien placé pour le savoir, donc sans soutien au développement des énergies renouvelables. Dans certains projets, les ENR électriques sont néanmoins une opportunité de réduction des coûts d'exploitation, avec un mix énergie renouvelable, énergie réseau, mais elles sont soumises à des difficultés de développement des projets énergie renouvelable et de leur calendrier. Donc là, la région pourrait intervenir en conditionnant le soutien au projet hydrogène à l'utilisation, par exemple pour commencer, de 30 à 40% d'énergie renouvelable. Elle pourrait intervenir en facilitant le démarrage des projets avec une tolérance, par exemple, sur leur planning de déploiement. Alors, autre arbitrage à faire, qu'on a eu à faire dans le cadre de ce plan régional hydrogène, c'est quelle place donner à l'industrie dans ce plan. Je l'ai évoqué tout à l'heure, donc il faut savoir que 30% des gaz à effet de serre régionaux aujourd'hui en région sont produits par 10 industriels, et notamment la sidérurgie, hein, Fos-sur-Mer, on est bien placé. Donc si on arrive à remplacer une partie, toute ou partie du coq par de l'hydrogène, demain, ça veut dire qu'on aura besoin de 15 000 tonnes d'hydrogène par an, hein, mais on fera d'un autre côté des économies de 115 000 tonnes de CO2 par an aussi. Mais tout ça, ça a un coût. Encore une fois, rien que pour ArcelorMittal, c'est 200 millions d'euros d'investissement. On a investissement en fonctionnement. Donc, quid de l'intervention de la région là-dessus? On travaille aussi avec les fonds européens. ArcelorMittal travaille en direct avec l'Europe. C'est un travail en synergie qui permettra d'arriver à trouver des solutions. L'industrie pétrolière, alors elle utilise de l'hydrogène bas carbone. On pourrait utiliser de l'hydrogène bas carbone à la place de l'hydrogène fossile. Là, les besoins, c'est 1800 tonnes d'hydrogène par an. Ça permettrait d'économiser 18 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Mais là aussi, il y a un coût, c'est 20 millions d'euros en investissement en fonctionnement. Donc, encore une fois, si l'hydrogène dans l'industrie, c'est important, les besoins financiers à mettre en face sont encore plus importants, au regard des seules possibilités de la région. Donc là, la sollicitation de l'Europe par la région, à travers, par exemple, le fonds de transition juste, qui est un fonds européen très important, hein, qui permet d'intervenir sur ces thématiques environnementales. Ce fonds juste, il offre une opportunité de 440 millions pour tout projet de décarbonation industrielle. On a aussi le volet hydrogène du plan de relance national qui peut intervenir. Voilà, donc on a à mettre en face des moyens aujourd'hui qui, si peut-être il n'y avait pas eu ces crises, auraient été un peu plus timides ou moins urgents. Et là, il faut aussi profiter de cet effet d'aubaine, si j'ose dire, par rapport à cette crise, pour aller de l'avant. Alors les différences en matière d'hydrogène par rapport à il y a 5 ans, c'est qu'aujourd'hui on a des certitudes sur l'avenir de l'hydrogène. Le plan national comme le plan régional donneront des garanties aux grands industriels, parfois frileux encore. L'ADEME et la Banque publique d'investissement suivent. Les progrès technologiques aussi. La pression du changement climatique, elle va s'exercer toujours davantage, à travers les lois, la réglementation, la fiscalité, les opinions publiques, ce qui va encore accélérer la reconversion des industries vers la transition écologique et la neutralité carbone, en les obligeant à cesser de produire de l'hydrogène carboné à partir d'énergies fossiles par exemple, en les obligeant à utiliser de l'hydrogène vert dans leur processus, à la place du carbone, on l'a vu par exemple avec la sidérurgie. Les réseaux de distribution dans tout ça vont jouer un rôle capital. Ils sont engagés dans une profonde transformation par rapport au fait que, les sources de production diffuses sur le territoire vont obliger à une décentralisation des productions d'énergie renouvelable et donc à l'utilisation d'un réseau qui va jouer un rôle encore plus important. Il y a la notion d'autonomie, d'autoconsommation qui va faire jouer aussi un rôle important au réseau et de plus en plus important avec la transition numérique, hein, la gestion du data, l'intelligence artificielle. Donc le réseau qui va se numériser, et là aussi EDF est bien placé pour le savoir, va jouer un rôle capital. Et ce réseau,
il compte pour la moitié du prix hors taxe du kilowattheure aujourd'hui. Donc, l'adaptation du réseau à ces enjeux-là, et notamment à la transition écologique et à la numérisation, c'est 450 milliards d'euros. Ça, c'est une évaluation qui émane de la Commission européenne. Pour boucler avec ce que j'ai dit en introduction sur l'énergie en tant qu'élément le plus abondant de l'univers, là c'est le côté un peu philosophique, et je trouve que c'est assez intéressant de le mettre en avant, puisqu'on l'a dit, hein, l'hydrogène est dans l'univers et l'atome qui constitutif hein, du Soleil, des étoiles, etc., et qui a donné naissance à la vie aussi. J'évoquerai un mot sur l'hydrogène du futur, grâce à la microbiologie, où là encore notre région n'est pas en reste. On a une cinquantaine de chercheurs du CNRS, d'Aix-Marseille Université, qui mènent des recherches sur ces sujets. Ces chercheurs, ils travaillent sur des systèmes biologiques qui pourraient à l'avenir remplacer, par exemple, le platine des piles à combustible, qui du coup sont coûteuses et dont il faut sans cesse, enfin il faut régulièrement recycler le cœur, par des micro-organismes qui produisent de l'hydrogène, parce que c'est un déchet pour eux, et c'est aussi ces micro-organismes, en fait c'est la méthanisation, hein, c'est le même processus. On a l'hydrogénase, par exemple, qui est une protéine qui peut à la fois absorber et produire de l'hydrogène et donc le stocker. Donc on a quelque part le pendant biologique, microbiologique au pendant physique de l'électrolyse, et donc c'est aussi des pistes à creuser. Voilà, l'hydrogène qui est apparu très tôt dans le développement de la vie, et c'est normal, puisqu'avant que la vie n'apparaisse, il y avait de l'hydrogène, comme je vous l'ai dit en introduction. Donc vraiment, cette thématique hydrogène, c'est quelque chose qui à la fois emprunte, je dirais, de philosophie, hein, en y réfléchissant bien, parce que c'est un atome qui est au cœur de l'univers, et qui est aussi au cœur aujourd'hui, peut-être de notre avenir, comme il a été au cœur de la naissance de la vie sur la planète. Donc en conclusion, depuis le début, le président de la région et notre exécutif avons fait de la transition énergétique le pivot de notre stratégie économique, et on y consacre une large part de notre budget, je vous l'ai dit, 500 millions d'euros par an. La région Sud a toujours affirmé et continue d'affirmer d'en faire un vecteur privilégié de résilience, de relocalisation et de réindustrialisation. Et la crise Covid a renforcé la justesse de ces choix. Notre région, comme je l'ai dit, dispose de nombreux atouts pour l'hydrogène. Le soleil, auquel s'ajoutera l'éolien offshore flottant demain, on l'espère, des cavités de stockage, une zone industrielle ou portuaire, un port mondial, etc., etc., des pépites, des PME, des grands groupes impliqués. Plusieurs sources de production d'hydrogène, hydrogène coproduit, électrolysé, avec des possibilités de stockage massif en cavité saline. Divers cas d'usage. Industrie, pétrochimie, sidérurgie, portuaire, mobilité. La mobilité est très importante pour lancer la filière hydrogène. Aujourd'hui, on a des résultats grâce à tous nos partenaires de l'écosystème, et EDF est un partenaire majeur. Au milieu du mix énergétique, l'hydrogène apparaît donc aujourd'hui plus que jamais crédible, car soutenu et technologiquement mûr. Mais le développement de l'hydrogène en Provence-Alpes-Côte d'Azur ne doit pas se faire au profit d'autres pays, comme ce fut le cas pour la Chine, avec par exemple les panneaux photovoltaïques. Tout comme on ne doit pas reproduire l'erreur commise avec le pétrole, selon laquelle on importerait massivement de l'hydrogène de l'étranger, donc au détriment de production locale, et donc au détriment de la création de valeur et d'emplois chez nous. Je dis ça parce que dans le cadre du scénario long terme d'un hub hydrogène que j'ai évoqué précédemment, qui permettrait d'exporter ou d'importer de l'hydrogène via le grand port maritime et la zone industrielle eau portuaire de Fos, ça servirait à rien d'importer de l'hydrogène de l'étranger qui serait peut-être même pas produit de façon verte, pour se priver chez nous d'une production locale avec des emplois non délocalisables. Donc ce serait une hérésie. Donc stratégiquement, l'hydrogène devra être développé dans notre région de façon massifiée, je l'ai dit et redit, ciblée, mobilité, industrie, pour les thématiques, je dirais, premières, et notamment la mobilité, parce qu'il est difficile finalement de courir après tous les lièvres, hein, on n'en attraperait aucun. Donc il y a des notions d'équilibre de l'équation technique et économique qu'il faut trouver, et donc des priorités sur ces cibles. Il faudra commencer peut-être aussi par consommer près des lieux de production, au moins au début. Monter des projets d'ampleur, c'est important. Donner confiance aux investisseurs, je l'ai dit aussi. On ne doit pas avoir une vision en silo, parce que cette énergie est à la croisée de toutes les autres.
en jouant un rôle de passerelle, en jouant un rôle de traducteur énergétique. Donc franchement, c'est pas l'énergie contre le reste des énergies, ni une autre énergie contre l'hydrogène, c'est encore une fois le travail du mix énergétique dans son ensemble. Il va également falloir corriger certains paradoxes de la politique énergétique française, comme le fait qu'aujourd'hui l'électricité sans CO2 est plus taxée que le gaz fossile, ou encore il va falloir adapter et simplifier la réglementation pour lever les obstacles. Il va falloir bâtir pour l'hydrogène un cadre réglementaire adapté qui n'existe pas, comme pour l'éolien, à travers des appels d'offres, ou dans le photovoltaïque, à travers les tarifs de rachat. Donc tout ceci passe encore une fois par le lobbying politique. On doit prendre en compte l'impact de l'argent public, et là je parle en tant que collectivité régionale, l'impact de l'argent public investi dans la filière hydrogène, et la prise de risque par rapport aux emplois créés ou reconvertis, par rapport à l'efficacité de l'investissement de cet argent public en termes de kilos de CO2 gagnés. Et notre stratégie régionale en matière d'hydrogène doit permettre aussi de gagner en volume, ça c'est un enjeu capital, et d'apporter des garanties financières aux investisseurs, comme déjà souligné. Un mot sur la formation qui est indispensable. On a des universités, on a des grandes écoles, mais il va falloir pousser sur l'hydrogène. Et là, la région compte bien jouer tout son rôle. On a donc, pour finir vraiment, tout pour faire de la région sud une zone de déploiement de l'hydrogène. Un hydrogène à la fois vecteur énergétique et vecteur de croissance verte, qui permettra de créer des emplois durables et non délocalisables, et qui contribuera à préserver le cadre de vie de notre région, qui est une des plus belles régions du monde. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie pour votre attention, et j'essaierai bien évidemment, bien volontiers, de répondre à vos questions si vous en aviez. Merci beaucoup.